7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et tout de suite, on retrouve notre partenaire du mardi, Régis Le Sommier. Bonjour. Bonjour Liselotte. Alors, une annonce pour commencer. Oui, annonce de la sortie chez Omerta cette semaine de notre documentaire sur la Bosnie-Herzégovine. On vient de passer 10 jours là-bas. Alors, deux actualités sur la Bosnie. On parlait de l'intégration de la Hongrie il y a 2 décennies. La Bosnie est candidate à l'Union européenne comme beaucoup de pays de la région. On a voulu prendre le pouls, voir un peu où en étaient les communautés quasiment 30 ans après la guerre du début des années 90 qui a déchiré l'Europe centrale et les Balkans. On s'est rendu compte que cette guerre, elle n'était pas finie dans la tête des gens, qu'on est dans une situation où il y a une véritable poudrière, des éléments djihadistes aussi chez les Bosniaques qui conservent justement ce problème et qui pourront poser problème potentiellement si le pays rentre en Europe. Également, des choses extrêmement sensibles encore. Vous savez que le 2 mai sera discuté à l'ONU la possibilité de faire du 11 juillet, date du massacre de Srebrenica, une date de commémoration en Bosnie-Herzégovine. Évidemment, les Serbes de Bosnie sont totalement hostiles et pourraient décréter leur indépendance si cette proposition. Donc on est à nouveau dans une situation où la Bosnie peut se déchirer à nouveau. Dans notre documentaire, je signale deux témoins exceptionnels. Le général Morillon, qui avait justement promis de protéger les musulmans de Srebrenica, et ils ont quand même été massacrés. Donc, était le commandant en chef français des chefs de l'ONU, des forces de l'ONU, à l'époque. Et puis, le président Dodik des Serbes de Bosnie, qui est venu que nous avons reçu chez Omerta. Donc, 2 témoins clés de cette époque et qui ont été des acteurs majeurs à l'époque et qui le sont encore aujourd'hui. Écoutez, ça donne envie. Et puis effectivement, une fois de plus, des informations probablement très pertinentes, chers auditeurs. On vous invite à vous procurer le dernier numéro d'Omerta. Et tout de suite, on retrouve Thibaut Gibelin pour votre vue de haut. Il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Demain, nous célébrerons les 20 ans de l'intégration de la Hongrie à l'Union européenne. Pour dresser le bilan de ces 20 années et faire le point sur la situation hongroise, nous recevons aujourd'hui donc Thibaut Gibelin, spécialiste des relations entre la Hongrie et l'Union européenne, doctorant entre Paris et Budapest et professeur invité au Matthias Corvinus Collegium à Budapest, auteur de Pourquoi Viktor Orban joue et gagne, résurgence de l'Europe centrale, préfacier de comprendre la stratégie hongroise et auteur également d'articles pour la revue Éléments et le Visegrad. Avec moi pour mener cet entretien, vous l'avez entendu à l'instant, Régis Le Sommier. Bonjour Thibaut Gibelin. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Courtoisie. Alors on en parlait un instant de la Bosnie avec le dernier numéro d'Omerta qui lui est consacré. Et justement, Viktor Orban s'est récemment rendu chez les Serbes de Bosnie à Banja Luka. Alors je ne sais pas si je prononce correctement. Existe-t-il une vraie géopolitique entre Serbes et Hongrois, Thibaut Gibelin ? Oui, absolument. Il faut comprendre que la Hongrie est le pays de l'Union européenne et de l'espace Schengen qui est à la frontière des Balkans occidentaux. Et dans ces Balkans occidentaux, les Serbes sont aujourd'hui l'allié principal des Hongrois. Simplement parce que c'est la puissance régionale traditionnelle, mais aussi parce qu'il y a aujourd'hui une position d'infériorité politique et géopolitique des Serbes dans la région, puisque c'est à leur détriment que s'est fait l'implosion de la Yougoslavie dans la décennie 90. Il y a par ailleurs un véritable respect mutuel entre Viktor Orban et Milorad Dodik, le président de la République serbe de Bosnie, que Régis Le Sommier a donc eu le privilège d'interviewer pour Omerta, et qui a aussi consacré un entretien très intéressant dans la revue Éléments récemment, où il expose les faits suivants. L'Union européenne, c'est d'abord la machine industrielle et commerciale allemande qui écrase tout. Et la Hongrie, en tant que partenaire économique et commercial, c'est un recours, c'est une alternative, c'est une puissance régionale qui ne peut pas être écrasante, mais c'est un moyen pour ces pays relativement petits de développer des synergies et d'échapper à cette espèce de fatalité où la géopolitique américaine et le commerce allemand écrasent toute concurrence.
Régis Le Sommier, vous avez rencontré donc Milorad Dodik, vous avez ressenti ce lien entre les Serbes et les Hongrois? Alors, on n'a pas spécifiquement évoqué la question de la Hongrie. Ce qui m'a paru intéressant chez Monsieur Dodik, c'est le fait que son pays est sous tutelle internationale depuis 30 ans. Et on le ressent également chez les Bosniaques. C'est pour le cas, on va dire, il y a des points communs aussi entre Croates, Bosniaques et Serbes. C'est que tout le monde en a ras-le-bol de cette tutelle internationale. Et ce qui m'a vraiment surpris, c'est que même les Serbes sont pro-européens. C'est-à-dire qu'ils souhaitent rentrer dans l'Europe pour s'affranchir de cette tutelle qui les empêche. Vous avez un monsieur, un Allemand, qui est le haut commissaire, qui s'appelle monsieur Schmitt, qui dit, par exemple, ils veulent faire une réforme électorale. Alors ce monsieur Schmitt arrive et me dit non, on va pas faire cette réforme. Donc de façon totalement arbitraire. Et à la fois les Serbes et les autres partenaires souhaitent justement pouvoir rentrer dans l'Europe et voient l'Europe comme une alternative justement à cette tutelle. Ça, c'est un premier point. Ensuite, sur la question, oui, les Serbes de Bosnie ont aujourd'hui besoin d'alliés. Alors, c'est cette opportunité offerte par la Hongrie et par l'attitude de la Hongrie globalement en Europe, parce que ce cavalier seul, on voit qu'il y a la Slovaquie qui le suit aujourd'hui. On voit qu'il y a quand même des choses qui sont en train de se constituer autour de cette Hongrie. Et évidemment, les Serbes, pour eux, c'est une opportunité de ne pas rester isolés avec des partenaires trop puissants et de se trouver des alliés, justement, notamment dans la perspective de l'Union européenne. Voilà. Et la Hongrie n'est-elle pas l'exemple justement de la pression que peut exercer aussi l'Union européenne sur un de ses pays membres, Thibaut Gibelin? Puisqu'on expliquait que les Serbes voulaient justement se détacher de cette tutelle internationale, mais alors pourquoi? S'ils arrivent au sein de l'Union européenne... La leçon de ces 20 ans d'appartenance de la Hongrie à l'UE, on est passé de l'espoir au mouton noir. Faut comprendre que l'Union européenne a deux faces. Hein. D'un côté, c'est le visage unitaire du continent à notre époque. Qu'on le veuille ou non, comme dans la première moitié du 19e siècle, c'était la Sainte Alliance. L'UE ne se réduit pas à ses institutions. Et donc, il y a la volonté de faire partie de ce concert multinational du continent. Mais il y a aussi une autre dimension, qui est une dimension donc supranationale agressive, très tournée vers la réalisation des États-Unis d'Europe. Et de ce point de vue, la Hongrie, elle, veut rester dans le statu quo de ce qu'il y avait en 2004, c'est-à-dire avant le traité de Lisbonne et surtout avant l'interprétation qu'on a fait du traité de Lisbonne. L'intérêt d'être dans l'Union européenne, c'est un peu comme quand vous êtes dans une famille, vous pouvez quand même participer aux discussions. Quand vous en êtes à l'extérieur, eh bien vous êtes simplement un métèque, si je puis dire. Donc là, il y a dans cet enjeu d'appartenir à l'Union européenne précisément la capacité de faire peser sa propre voix. Et c'est d'ailleurs pourquoi la Hongrie est la chaude partisane de l'intégration des pays des Balkans dans l'UE, parce que ce sont des pays qui, sur le plan de l'évolution sociétale, sur le plan de l'immigration extra-européenne, etc., ne sont pas du tout dans l'idéologie dominante à Bruxelles. Et donc, ce seraient des alliés pour cet axe que Régis Le Sommier a évoqué, qui est constitué par la Hongrie, qui est le pôle de stabilité depuis 14 ans, mais aussi par la Slovaquie, et sur un certain nombre de sujets par d'autres pays d'Europe centrale. Vous le disiez, la Hongrie se reconnaît peu dans les valeurs véhiculées par Bruxelles. Aujourd'hui, en France, la question de rester ou non dans l'Union européenne se pose au moins dans les débats, même si elle ne s'impose peut-être pas encore. Qu'en est-il en Hongrie? Quel est l'avis, le sentiment des Hongrois vis-à-vis de l'Union européenne? Ce qui prévaut, c'est que l'Union européenne, on ne peut pas en sortir, puisque c'est simplement la forme actuelle de l'Europe. C'est ça qu'il faut comprendre. Pour les Français, ce serait différent. Les Français peuvent renverser la table. Pour les Hongrois, la question ne se pose pas. Il faut comprendre que la Hongrie, c'est un pays de 9 600 000 habitants. C'est un pays qui est enclavé, qui n'a pas de ressources énergétiques et qui doit son épanouissement économique des 20 dernières années au potentiel qu'offre un grand marché continental. C'est aussi
pour les Hongrois, l'intérêt d'être davantage dans l'OTAN qu'à l'extérieur, simplement parce que comme ça, ils ne seront jamais bombardés par l'OTAN. Vous voyez, c'est des questions de survie aussi élémentaires. En revanche, la question de contester l'Union européenne dans ses dynamiques, dans ses orientations aujourd'hui les plus évidentes, les plus brutales, c'est tout aussi nécessaire. Et peut-être que la seule façon de réformer l'Union européenne sera un jour de la contester radicalement. Mais pour ce faire, la Hongrie ne peut être qu'un élément secondaire, puisque c'est les grands pays, à savoir la France, l'Allemagne et l'Italie, qui accoucheront d'une nouvelle version de l'Europe si jamais ils donnent le ton. Voilà. Régis Le Sommier. Moi, je voulais vous poser une question, en fait, au niveau des peuples, de ces peuples d'Europe de l'Est, globalement, qui ont tous des stratégies géopolitiques qui peuvent être opposées. Je pense, par exemple, la Hongrie et la Pologne. Enfin, opposées, oui, la Pologne joue une carte américaine, une carte européenne, et puis, il y a en Pologne aussi l'idée du réarmement massif, et avec en ligne de mire, évidemment, la Russie. Donc, les préoccupations ne sont pas du tout les mêmes. En revanche, ce qui m'a surpris pour y être allé et être allé dans tous ces pays récemment, c'est qu'on a vraiment puissamment l'impression qu'au niveau sociétal, ils ont en commun une chose, c'est que le modèle migratoire, le modèle de société libérale, européenne, mondialiste, par exemple incarné par Emmanuel Macron, pour tous est un modèle auquel ils veulent s'opposer. Est-ce que vous avez aussi ce sentiment? C'est-à-dire que la Hongrie veut garder son identité, les Serbes de Bosnie veulent garder leur identité, les Croates aussi, et que nous, on est l'élément répulsif aujourd'hui. Eh bien, malheureusement, c'est quand même un peu plus compliqué que ça, parce que je dirais la machine industrielle à déculturer, qui est ce grand marché unifié avec la propagation sans limite des codes culturels américains, que ce soit sur le plan alimentaire, que ce soit sur le plan des séries télévisées, etc., a un profond impact sur la jeunesse. On le remarque notamment en Pologne, où précisément les années où le PiS, le Parti droit et justice, a été au pouvoir de 2016 à 2023, ça a été les années où le décrochage de la société vis-à-vis des normes traditionnelles, de pratiques religieuses, etc., a été le plus brutal. On remarque que la mentalité générale de ces peuples, elle se sépare, elle se constitue comme conservatrice, précisément quand elle est confrontée, je dirais, au turbolibéralisme de l'Ouest, et principalement d'un Emmanuel Macron qui l'incarne. Cependant, quand eux-mêmes doivent prendre des décisions en tant qu'État membre, en tant que communauté nationale, c'est très rarement à la hauteur de ce qu'on pourrait en espérer. Je vous donne un exemple sur la question migratoire. L'importance de l'impératif de croissance, avec cette obsession du coup à développer l'emploi, même si on a une émigration de la jeunesse vers l'Ouest, ça induit un recours à l'immigration extra-européenne. Et c'est un cas assez massif en Pologne aujourd'hui, c'est un cas aussi important en Croatie. En Croatie, on a vraiment le phénomène sidérant d'un pays qui est entré dans l'Union européenne en 2013, qui a une fonction d'appareil touristique pour les Européens de l'Ouest, qui a perdu toute son industrie. Et maintenant, même pour faire le service sur la côte d'Almat, on a des Vietnamiens, des extra-européens, parce qu'il n'y a plus de jeunes Croates. Et quand le gouvernement conservateur croate fait face à cette question, il n'a pas les leviers pour échapper à cette fatalité de l'économisme. Et donc, finalement, on voit la mutation de ces sociétés. Et même si le réfrigérateur communiste, comme on l'appelle, a garanti pendant 45 ans une espèce d'immunité vis-à-vis de la logique libérale occidentale, on voit que finalement, avec les décennies qui passent depuis la chute du communisme, eh bien, il y a une espèce d'égalisation qui se fait, un juste milieu, et on retrouve réellement des tendances libérales, libertaires dans des pans entiers de la société, que ce soit en Hongrie, en Pologne ou ailleurs.
Régis Le Sommier, je vois que vous approuvez. Oui, enfin, moi c'est si vous voulez, je comprends tout à fait ce que vous dites et c'est totalement exact. En fait, moi, ce qui m'a surpris, c'était de trouver des gens qui sont sur des trajectoires géopolitiques totalement différentes, mais qui ont quand même une vision de nous. Enfin, je parle de l'Ouest quand on discute avec les gens, qui n'est plus du tout une vision admirative. En tout cas, alors peut-être que je suis pas tombé sur les jeunes qui seraient euro-enthousiastes ou aptes à consommer toute la production hollywoodienne, mais j'ai trouvé que c'est de plus en plus marqué, il me semble. Hein. J'ai voyagé dans ces pays pendant il y a 10 ans, on n'avait pas c'était plutôt une sorte d'admiration pour la France, etc. Et quand on va là aussi profondément sur des thèmes, sur des valeurs, etc., on sent que on devient un peu comme pour les Russes, l'élément répulsif. Voilà. Alors, là, enfin, sur le fond, je suis vraiment d'accord avec vous. Le problème, c'est que cet inconfort ou ce dégoût ou ce désamour vis-à-vis de l'Ouest ne se traduit pas pour l'instant en termes politiques, à l'exception de la Hongrie. La Hongrie a vraiment l'ambition de faire une nouvelle époque culturelle. Le Matthias Corvinus Collegium, c'est la volonté de former une élite nationale hongroise qui a des référents dans l'amour de la patrie et non pas dans l'établissement d'un ordre international planétaire, voilà, post-national et post-culturel. Donc ces tendances, elles existent, mais elles sont traduites politiquement uniquement en Hongrie, et elles le sont peut-être davantage d'ailleurs aussi chez les Serbes, mais simplement parce que dans les Balkans qui n'ont pas été intégrés à l'UE, eh bien précisément le déploiement de l'épanouissement économique et des logiques de rentabilité n'a pas été aussi avancé. Vous parlez donc de l'influence politique et de la volonté politique de la Hongrie. Justement, c'est un pays qui prend la présidence tournante de l'Union européenne au 1er juillet. Donc, quels sont ses objectifs? Est-ce que tout ce dont vous parlez va pouvoir être mis en place? Il faut bien clarifier les choses sur la présidence tournante de l'UE. C'est quelque chose d'assez mécanique. Et donc, tous les 6 mois, un nouveau pays prend cette présidence relativement symbolique. Cependant, la présidence hongroise a quelques particularités. D'abord, c'est la deuxième présidence que va assumer Viktor Orban. Il avait assumé cette fonction en 2011 et il a une certaine expérience. Et les élites politiques hongroises sont rompues au jeu politique de Bruxelles. Il y a un ministère entier consacré aux affaires européennes en Hongrie. Deuxièmement, et ça c'est une complication, c'est que nous allons être dans une période post-électorale pour le deuxième semestre 2024, et la nouvelle Commission européenne n'entrera en fonction qu'au mois de novembre prochain. Donc c'est-à-dire que d'ici novembre, ce sera très compliqué de faire de mettre en musique quelques décisions ou quelques mesures politiques que ce soit. L'autre élément, en revanche passionnant, c'est que nous sommes sur une faille sismique géopolitique. Que l'année 2024, qui est à la fois électorale dans l'UE et surtout aux États-Unis, fait du monde occidental un espace plus vulnérable, plus neutralisé que de coutume. Or, nous sommes avec la guerre en Ukraine et la guerre au Proche-Orient dans une situation où tous les rivaux géopolitiques des États-Unis tentent d'avancer leurs pions. Et il se trouve que c'est l'Europe qui est la plus exposée dans ce grand chamboulement, puisque la guerre en Ukraine, c'est une guerre sur sol européen, et que le voisinage méditerranéen nous concerne, nous Européens, avant de concerner l'intérêt américain. Donc, ce qui peut arriver, et on ne peut pas l'exclure, c'est qu'il y ait une accélération du conflit en Ukraine. C'est que l'été, exactement comme la guerre en Syrie avait connu un tournant décisif avec la reprise d'Alep par les forces syriennes en 2016, pendant que les États-Unis étaient neutralisés par leur campagne électorale. Eh bien, c'est exactement la même chose qui peut arriver. Et dans ce cas-là, un chef d'État expérimenté comme l'est Viktor Orban, une volonté de la Hongrie de défendre la paix à tout prix pour le continent européen
peut avoir des impacts historiques tout à fait inattendus. On va y revenir dans un instant. Tout de suite, il est presque 9h et c'est l'heure du bulletin d'actualité avec Adèle Rosner. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Régis Le Sommier, j'aimerais vous relancer sur cette possible accélération du conflit en Ukraine qu'évoquait Thibaut Gibelin. Oui, alors, moi je voulais poser comme question à Thibaut. La Hongrie a eu une position, on dira, singulière sur la guerre en Ukraine depuis le début, puisqu'ils ont accueilli beaucoup d'Ukrainiens, comme les Polonais. Il y a eu au départ une sorte de mouvement de solidarité face à l'invasion russe. La position de Orban ensuite est devenue, comme Thibaut vous le signaliez tout à l'heure, une position de recherche d'une solution pacifique, rare à l'heure actuelle dans le conflit ukrainien. La Hongrie, on le sait, a une forte minorité ethnique en Ukraine. On dit un petit peu qu'à la manière des Bretons en 1914-1918, qu'ils sont plus envoyés que les autres en première ligne. Est-ce que c'est vrai ? Je n'ai pas de décompte exact des morts, mais c'est vrai que les brigades de l'oblast de Subcarpathie ont été particulièrement touchées. Alors c'est la région où il y a des Hongrois en Ukraine, mais ils ne constituent que 12% de cette oblast, qui est un oblast d'Ukraine parmi d'autres. Et en fait, c'est une communauté qui comptait 200 à 220 000 personnes à la chute du communisme. Et cette communauté a quand même été dévitalisée, parce que la dénatalité a frappé l'ensemble de la région, mais aussi parce que des Hongrois d'Ukraine sont venus dans la mère patrie, dans la Hongrie actuelle, pour des conditions de vie plus favorables. Ce qui est certain, c'est qu'en effet, les Hongrois font la guerre que les nationalistes ukrainiens ont décidé, et c'est un des motifs principaux pour lesquels Viktor Orban défend à tout crin la paix, puisque c'est en effet du sang hongrois qui coule dans le Donbass aujourd'hui, aux côtés de leurs frères d'armes ukrainiens. J'aimerais revenir sur l'Union européenne. Vous expliquiez que la Hongrie, qui allait prendre la présidence de l'UE au 1er juillet prochain, serait un moment un petit peu particulier, puisqu'il s'inscrira juste après un moment électoral fort. Alors justement, le Fidesz, donc le parti de Viktor Orban, a été exclu du PPE, notamment sous la pression allemande. Avec qui peut-il s'allier au niveau européen après le 9 juin prochain ? Alors, il y a deux options principales, et dans ces deux options, la plus probable, c'est une alliance avec le groupe des réformateurs et conservateurs européens, donc le groupe ECR, qui compte notamment le frère d'Italie de Giorgia Meloni ou le parti polonais Droit et Justice. L'autre option, c'est le groupe Identité et Démocratie, qui compte notamment le Rassemblement national, la Ligue du Nord ou l'AfD. Il faut bien comprendre que si depuis 2020, le Fidesz est resté sans parti, donc il est resté au non-inscrit, c'est parce que l'appartenance à un groupe politique n'est pas un impératif pour un groupe de parlementaires associé à un État, à une majorité au pouvoir dans son pays. Le but, c'est de se fermer aucune porte. La plus probable de ces options, c'est le groupe ECR, pour la raison simple que ça réunit généralement des partis de gouvernement ou des partis associés au gouvernement. C'est le cas en Suède notamment. De ce point de vue, le groupe ECR fait un petit peu une passerelle entre le centre-droit, je dirais, tout à fait intégré au système, qui est même la locomotive du système, et dont la CDU allemande est l'élément dominant, et les forces plus réfractaires, que sont donc les groupes d'opposition de la droite nationale, à commencer par le Rassemblement national, bien sûr. Le problème, c'est que, de façon traditionnelle, c'est le PPE qui règne, c'est le PPE qui occupe la majorité au Parlement, aux côtés des socialistes et des centristes. Donc, c'est une manière, en fait, d'intégrer l'opposition et de neutraliser l'opposition de droite, l'opposition nationale, l'opposition conservatrice. Et de ce point de vue, les Polonais, mais aussi, et surtout les Hongrois, sentent qu'il est temps maintenant d'établir un autre rapport de force.
il ne faut pas que les conservateurs et réformistes européens servent simplement de voiture-balai au système libéral dominant. Il s'agirait au contraire de briser l'hégémonie de cette majorité politiquement correcte, mais ça se fera uniquement si les urnes donnent finalement assez de sièges à ces tendances droitières et conservatrices. L'autre aspect, l'autre intérêt par rapport au camp du Rassemblement national, qui est identité et démocratie, c'est simplement bien d'avoir une volonté de déplacer la fenêtre d'Overton, de marquer combien ceux qui étaient originellement considérés comme des infréquentables, qui étaient diabolisés, sont en fait bel et bien à la tête d'États et que ces États fonctionnent mieux que des États dominés par des majorités libérales. Voilà quel est un petit peu l'équilibre des forces. Cependant, il faut remettre les choses en perspective. Les élections européennes, c'est un ensemble de référendums nationaux. Les majorités qui sont sorties des urnes depuis une vingtaine d'années réduisent le centre et augmentent un petit peu la part des marges à l'extrême gauche comme à la droite extrême. Et donc, ça n'a jamais changé, ça n'a jamais permis de retourner la table. Donc il faut être assez circonspect sur les enjeux de ces élections par rapport au sort des urnes. Ce qui compte, c'est combien des majorités remises en cause chez eux. Je pense par exemple à En Marche. Si En Marche dégringole en dessous des 20% et que le RN caracole en effet au-dessus des 30%, c'est un rapport de force qui change en France et c'est une moindre légitimité pour la majorité actuelle en France d'imposer ce train de réforme aberrant. C'est ça un petit peu l'enjeu politique, il me semble, plus que l'organisation de ce Parlement européen qui est un monde un peu assez clos, un peu autiste, d'où ne sortent que très rarement des votes significatifs. Régis Le Sommier. Moi, je voulais vous demander, justement, vous venez brillamment d'évoquer ce qui pourrait se passer en France avec l'impact de ces élections européennes, c'est des élections en défouloir, comme vous l'avez signalé, avec une tendance à aller aux extrêmes. Mais en même temps, là, on sent bien qu'en France, il y a un rapport de force qui est en train de s'établir. Est-ce que pour la Hongrie, on est dans un cas de figure aussi où l'opposition à Viktor Orban peut espérer que ce soit un référendum, que le président soit attaqué, ou est-ce qu'au contraire, les Hongrois vont voter pour leur champion, qui est un peu le champion de l'Europe des nations, on dira. Est-ce que les enjeux européens, pour le cas de la Hongrie, dépasseront les enjeux nationaux? Voilà. C'est une excellente question. Et précisément, les élections européennes en Hongrie ont toujours été un référendum pour la défense des intérêts nationaux face aux logiques fédéralistes. Et depuis les premières élections européennes en Hongrie en 2004, le Fidesz a toujours fait plus de 50% des voix. C'est absolument sidérant comme niveau de succès. D'abord parce que le Fidesz est un parti qui est toujours très haut dans les sondages, mais aussi parce que, en effet, la question qui est posée aux Hongrois, c'est est-ce que vous défendez vos tribuns à Bruxelles, ou est-ce que vous vous ralliez aux élites bruxelloises qui veulent penser la Hongrie de demain à notre place? Voilà. Ensuite, ce qui change, c'est d'abord qu'il y a une usure du pouvoir en Hongrie. C'est sûr, après tant d'années, c'est compliqué de mobiliser autant. Et il y a un autre élément, c'est que le Fidesz a décidé de modifier les lois électorales il y a 2 ans pour que soit associées le même jour que le scrutin européen, les élections régionales et locales. Et le but, c'est justement de faire coup double. C'est de profiter de cette espèce d'esprit de vote protestataire contre l'Union européenne pour qu'aux élections locales, le Fidesz bénéficie à plein des voix des Hongrois. Et il peut y avoir un effet réversif. C'est-à-dire que si jamais il y a une lassitude au plan local, eh bien peut-être que des Hongrois voteraient pour des partis d'opposition au niveau européen. Aujourd'hui, les sondages indiquent que le Fidesz est toujours entre 45 et 50% d'intention de vote. Donc, il caracole très largement en tête de ces élections européennes. Mais deuxième point, il y a eu un nouveau acteur dans la vie politique hongroise qui s'est lancé il y a quelque temps, qui s'appelle Péter Magyar,
qui donc a lancé son parti et qui vient du Fidesz, qui n'était pas un politicien du Fidesz, mais qui était dans les milieux d'affaires proches du Fidesz. Et donc, il y a une inconnue là-dessus. Est-ce que des déçus du Fidesz vont voter pour ce personnage? Est-ce que la pression toujours plus forte d'une guerre impliquant l'Union européenne et l'OTAN en Ukraine va solidariser l'électorat hongrois autour de Viktor Orban? La question est relativement ouverte, mais je dirais que ce qui se joue, c'est de savoir si, pour la première fois, le Fidesz va passer en dessous de 50% des voix au Parlement pour les élections européennes, ou s'ils vont rester au-dessus. Voilà. Et s'ils passent en dessous, si jamais ce sera dans la marge d'un succès évident entre 45 et 50%, ou si ce sera encore un peu plus bas. Donc, quoi qu'il en soit, vous le disiez, Viktor Orban reste assez mitigé ou circonspect sur l'effet de ces élections. En tout cas, il n'en fait pas il ne les considère peut-être pas aussi importantes que d'autres. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il a décidé d'organiser cette conférence mondiale avec des grands dirigeants conservateurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Thibaut Gibelin, puisque c'était la CPAC? Tout à fait. La CIPAC, c'est une grande conférence à la base organisée par les Américains pour soutenir, mettre un petit peu en orbite Ronald Reagan dans les années 80. C'est l'espèce de jamboree, de grande réunion qui réunit les conservateurs américains et qui est aujourd'hui tout à fait acquis au mouvement Trump et à l'America First. Et les Hongrois ont décidé, c'est les élites du Fidesz qui ont décidé de faire une CIPAC pour l'Europe. Et le but, c'est de partir d'un constat. C'est que la Hongrie est sous pression des forces internationales de gauche. Et face à cette pression coordonnée au niveau international, eh bien, il faut une réponse qui soit aussi coordonnée. Et donc le but, c'est d'apporter un peu la réponse du berger à la bergère. Premier élément. L'autre élément, c'est de montrer que cette majorité silencieuse, plutôt de droite, plutôt conservatrice, elle est malheureusement, elle va de désillusion en désillusion, elle n'a pas de mode d'emploi pour agir quand elle est au pouvoir, et c'est un populisme d'impuissants. Or, Viktor Orban, lui, c'est un pragmatique, c'est un homme qui a réussi à faire ce qu'on appellerait l'union des droites dès les années 90 en Hongrie, et qui a réussi pas à pas à construire un pouvoir beaucoup plus profond et important en Hongrie que la simple représentation parlementaire. Eh bien, Viktor Orban, son but, c'est de faire école de ce point de vue-là, de montrer que la Hongrie est un laboratoire et qu'on peut réussir des tendances politiques qui sont détestées des médias de gauche à l'échelle mondiale et pourtant avancer ses pions. Ensuite, l'autre élément pour lequel la Hongrie tient beaucoup à cette CIPAC, c'est de démontrer que la Hongrie n'est pas isolée. Et là, on a en effet eu une démonstration de force. C'était très impressionnant. C'est un événement avec un énorme budget. C'était des milliers d'invités. C'était 35 pays représentés avec des décideurs politiques de premier plan à chaque fois, de l'Amérique latine à l'Amérique du Nord, tous les pays européens. Viktor Orban, lui, a fait un discours très axé sur l'enjeu de détruire le nouvel ordre mondial. Donc, on est quand même sur un niveau de subversif franchement important. Mais il y a aussi un côté, si je dirais, auberge espagnole. C'est-à-dire que vous aviez des ministres israéliens qui avaient une tonalité tout à fait différente de celle que pouvaient avoir des Polonais, de celle que pouvait avoir même Fabrice Leggeri, le numéro 3 de la liste du Rassemblement national aux élections européennes et ancien directeur de l'agence Frontex, qui était un des orateurs à cette conférence. De manière générale, c'est une manière de montrer aux Hongrois, en amont des élections, combien la Hongrie n'est pas isolée. C'est une manière aussi d'offrir de la visibilité et une capacité à se coordonner à tous les acteurs conservateurs et droitiers dans le monde occidental. Est-ce que aujourd'hui, on a beaucoup de Français qui, un peu déçus de notre politique, se tournent vers les pays de l'Est comme la Hongrie en imaginant que ça pourrait être un nouvel Eldorado pour tous ceux qui ne se reconnaissent plus dans les politiques françaises imprégnées de bien-pensance et de wokisme? Est-ce que vous pensez que
c'est effectivement une solution? Est-ce que les jeunes Français doivent se tourner vers la Hongrie comme une solution de secours? Alors, au contraire, je dirais que la leçon que nous donne la Hongrie, c'est que l'avenir est ouvert. Il faut bien voir d'où revient la Hongrie après 45 ans de communisme, puis le lessivage dans le néolibéralisme de l'immédiat après-guerre froide. La Hongrie, bien sûr, m'intéresse beaucoup. C'est pour ça que je travaille sur ce système politique et que je le vois comme une réactualisation du politique en Europe. Mais précisément, le but, c'est de ramener sur nous, Français, sur nous, Européens de l'Ouest, des principes et une intelligence politique dont nous avons simplement perdu l'initiative, dont nous avons oublié, je dirais, le mode d'emploi. On finira sur ces mots, Thibaut Gibelin. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous êtes spécialiste des relations entre la Hongrie et l'Union européenne, doctorant entre Paris et Budapest, et puis auteur de Pourquoi Viktor Orban joue et gagne, résurgence de l'Europe centrale. C'est aux éditions Fauve, publié en 2020, et préfacier de Comprendre la stratégie hongroise, auteur également d'articles pour la revue Éléments et le Visegrad. Merci beaucoup Thibaut Gibelin, et puis merci à vous Régis Le Sommier d'avoir mené avec moi cet entretien. On vous retrouve dès la semaine prochaine.